Bien, salut tout le monde. Vous Candide. Nous expliquons aujourd'hui les chapitres 11 et 12. Bien, vous vous rappelez, Candide, Cunégonde et la vieille fille, qui est une vieille femme, sont maintenant dans un bateau en pleine mer. Cunégonde et Candide se plaignent, et surtout Cunégonde, elle se plaint du mauvais sort. C'était une fille de baron qui vivait dans l'opulence et qui a été violée, éventrée. Donc elle est passée par plusieurs mésaventures. Maintenant la vieille femme lui dit, bon, croyez que vous avez souffert, attendez que je vous raconte mes propres souffrances. Et dans ces deux chapitres, chapitres 11 et 12, c'est l'histoire de cette vieille femme. Bon, alors, oui. Bon, elle raconte qu'elle était vraiment très très belle. D'accord ? Elle était la fille du pape Urbain X, 10 c'est le chiffre romain ici, et de la princesse Palestrine de Palestrine. Bon, bien sûr, à partir de ça, on sait maintenant que sa naissance est vraiment bien meilleure que la naissance de Cunégonde. Et on apprend aussi qu'elle était vraiment très riche. Elle vivait dans un palais à côté duquel le palais dans lequel vivait Cunégonde n'était qu'une petite masure. Bon, maintenant, elle a été fiancée à un prince qui était aussi beau qu'elle. Il était d'aussi bonnes conditions qu'elle. D'accord ? Donc, maintenant, nous avons ici tous les ingrédients du bonheur pour une femme très belle, très riche, fiancée à un prince et qui est aussi vraiment très beau et très riche. Donc, maintenant, le mauvais sort va s'y mettre. Alors, ce beau prince-là, il sera mort tué par une marquise avec laquelle il avait une aventure. D'accord ? Bon, il était l'amant d'une marquise. Lorsqu'il s'est fiancé à la princesse, cette marquise, jalouse, l'a empoisonné et il est mort dans de terribles, d'atroces souffrances. Bien, maintenant, sa mère veut échapper aux funérailles et à tout ce qui va suivre, d'accord ? Surtout que le prince maintenant est un homme qui n'était pas vraiment, d'accord ? Comment on le croyait ? C'est ma propre interprétation, c'est pas dit par Voltaire, mais ce prince, il était l'amant d'une marquise, cette marquise vient de le tuer, la princesse, la mère de la vieille femme, ne veut pas vivre le malheur des funérailles, de l'enterrement et de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle emmène sa fille, d'accord, à Gaillette. Donc là, elles ont une terre, bien sûr une terre avec une propriété, une maison ou bien un palais ou bien d'accord. Donc maintenant, elles ne sont pas encore arrivées. Elles ont embarqué pour aller à Gaillette. Bon. Sur le chemin, elles furent attaquées par un corsaire c'est un pirate, par un corsaire originaire de Salé. Bien sûr, vous connaissez Salé, c'est à côté de Rabat, au Maroc. Elles furent emmenées esclaves au Maroc. Maintenant, nous sommes encore en chemin, d'accord ? Elles ne sont pas encore arrivées. En cours de chemin, toutes les femmes captives furent violées. D'accord ? Et la vieille fille qui était encore une petite fille, toutes ces aventures vont lui arriver alors qu'elle avait 15 ans, entre 14 et 15 ans. Donc, au début du chapitre, nous avons ses 14 ans et un peu plus tard, nous découvrons qu'elle avait juste 15 ans. Donc, elle avait 15 ans, elle était vierge, c'était une pucelle, d'accord ? Bien. Alors, elle fut dépucelée par le capitaine des pirates. Le capitaine des pirates est un homme, un nègre, un homme noir, abominable, très laid. Mais le comble, c'est qu'il croyait, d'accord, faire honneur à la princesse. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on s'arrête à quelque chose ici, d'accord ? J'aime de temps en temps faire une petite interprétation bien. Donc, vous voyez ici le racisme
sous ses pires formes. Donc chaque fois que Voltaire parle de la beauté, lorsqu'il cite la beauté de Candide, ou bien lorsqu'il parle par exemple de la beauté du capitaine qui a fait prisonnière Cunégonde, donc lorsqu'il a fait ça, donc il parlait de la peau très blanche du personnage. Et maintenant, en citant la laideur, c'est la couleur noire. Donc, et bien sûr, toutes les sociétés humaines avaient à peu près ce problème, d'accord? Il y avait un certain racisme entre blanc et noir. Pourquoi? Parce que la race blanche a dominé la terre pendant des siècles. Donc, les noirs étaient vraiment considérés comme une race inférieure, même si elles habitaient le même pays. D'accord. Donc, autre chose, s'il vous plaît, on m'a dit, dans un commentaire, on m'a dit que tu t'arrêtes de temps à autre, c'est un problème de communication. Bon, je vous assure que j'ai aucun problème à parler en français. Lorsque je m'arrête, c'est parce que je cherche mes idées, parce que je suis en train d'expliquer quelque chose qui me demande un petit effort de mémoire. Alors, lorsque je m'arrête de temps en temps, c'est pas pour chercher les mots, ça arrive parfois, mais c'est pas vraiment fréquent. Donc, lorsque je m'arrête, c'est surtout pour chercher les idées. Donc, je continue s'il vous plaît. Donc, l'Europe, ayant dominé le monde à partir du Moyen-Âge, elle s'est constituée le centre du monde. Alors, l'histoire du monde est devenue l'histoire de l'Europe. Donc, le monde est expliqué tel que le voit l'Europe. Je vous donne un exemple très probant de ça, d'accord? Donc, les deux guerres, on les appelle des guerres mondiales. Donc, mais c'était principalement des guerres européennes. Il y avait bien sûr les Japonais, il y avait les Américains. Les Américains ne sont intervenus chaque fois qu'à la fin de la guerre, donc ils n'ont pas vraiment participé à la guerre. C'est lorsque l'Allemagne était sur le point de perdre que l'Amérique intervenait pour récolter les fruits de la guerre. Ils étaient vraiment très très intelligents, très rusés. Donc, à part vraiment le Japon, d'accord, c'était une guerre européenne, mais on les appelle la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on devrait les appeler la Première Guerre européenne et la Deuxième Guerre européenne, d'accord? Donc, c'était pas des guerres mondiales. Donc, l'Asie n'a presque pas connu cette guerre, l'Afrique n'a presque pas connu cette guerre, donc, mais bien sûr, l'égocentrisme européen a fait que cette guerre, ça s'appelle une guerre mondiale. Donc pourquoi? Parce que vraiment l'histoire du monde est expliquée selon la vision européenne, et dans la vision européenne, les Européens sont blancs et blancs. Alors le blanc et le blanc représentent le bien, le noir représente le mal. Donc, je crois que l'idée est claire, pas la peine de continuer à parler de cela. Nous passons maintenant. Cet homme, c'était un nègre et il était très laid. Et il croyait faire honneur à Cunégonde. À la vieille fille. Au Maroc, c'était la guerre de sécession, la guerre civile. Donc, guerre de sécession bien civile, c'est une guerre qui n'est pas avec une armée étrangère, mais c'est entre des armées du même pays. Donc, il y a une discorde, il y a un différend. Donc, dans le pays, et les gens qui habitent le même pays, les co-citoyens, se battent entre eux. Maintenant, il y a 50 fils de l'empereur Moulay Ismail. D'accord? Donc, chacun avait son armée et ils se battaient, bien sûr, pour le trône. Donc, c'est une guerre civile qui oppose 50 armées. Alors, imaginez une guerre civile qui oppose juste 2 armées est une guerre qui fait des ravages dans le pays. Mais une guerre qui oppose 50 armées, bon, c'est une guerre vraiment atroce. Bien. Maintenant, à peine débarqué, lorsqu'il débarque au Maroc, à Salé, des Noirs d'une faction ennemie.
D'accord? Donc, alors, on a le capitaine corsaire qui a maintenant enlevé la vieille femme, sa mère, toutes les domestiques qui travaillaient, les servantes qui travaillaient pour elle et les soldats. Dès qu'ils débarquent, ils sont attaqués par d'autres soldats noirs. C'est une faction, un groupe ennemi. Donc, et maintenant, on se bat pour le butin. D'accord? C'est les noirs qui viennent. Le butin, c'est ce qu'on a rapporté d'une guerre après la victoire. Bien, il faut savoir que le butin, le plus cher, c'est l'or et l'argent. Et juste après l'or et l'argent, ce sont les esclaves. Donc, on se bat pour l'or et l'argent et on se bat pour les esclaves. Alors, la mère de... Bon, oui, Voltaire, c'était quelqu'un de vraiment très très raciste, d'accord? Donc je le dis sans encore en rougir. Il avait une grande hostilité pour l'islam, pour les Arabes, pour les musulmans, d'accord? Donc, alors, il va décrire ici les Marocains comme étant des sortes de monstres, des sauvages, des êtres qui n'ont, comme on dit en français, ni foi ni loi. D'accord? Donc, la vieille femme en parlant, il dit, vous croyez que les Européens savent se montrer brutaux? Oh non, 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 non. Donc, comparé aux Marocains, aux Arabes, le sang qui coule dans les veines des Européens est du lait. Et celui qui coule dans les veines des Européens, c'est du vitriol. C'est de l'acide, si vous voulez. D'accord? Donc, alors, 4 hommes se disputèrent la mère de la vieille femme. Chacun la prenant par un membre. 2 la prennent par les pieds, 2 autres par les mains. Ils se l'arrachent. Chacun veut la prendre pour lui. Alors, le résultat, la femme est écartelée. Elle est déchirée en 4. Chacun emporte une petite partie de la mère. Et c'est la même chose qui va arriver à toutes les femmes, sauf à la vieille femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été protégée par... le capitaine corsaire, d'accord? Mais à la fin, elle est laissée pour mourante entre les autres. D'accord, je m'excuse. Oui, nous sommes arrivés là, voilà. Donc, je crois que j'ai sauté ça. Donc, elle s'échappe à la narratrice, bon, parce que la capitaine là, il l'a caché derrière lui, il l'a défendu, mais à la fin, tout le monde fut tué et la vieille femme fut laissée pour mourante. On l'a crue morte. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se traîne un peu sous un oranger où il y a un peu d'eau et là, un Italien vient et la trouve. C'est une Italienne. Cette vieille femme, c'est une Italienne. Donc, c'est un concitoyen. C'est quelqu'un qui habite le même pays qu'elle, qui est venu la secourir. Lorsqu'il a parlé en italien, elle était vraiment très heureuse. Maintenant, passons au chapitre 12. C'est l'histoire de la vieille fille. Suite. Donc, cet homme la soigna. Il lui raconta son histoire. Il a été musicien à la chapelle de Madame la princesse de Palestrine. Donc lorsqu'il lui dit la princesse de Palestrine, il lui dit ma mère. Alors il lui dit ah c'est toi la petite fille sa petite fille. Donc je t'ai élevé jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc cet Italien c'est lui qui a élevé la vieille fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 6 ans. Maintenant il a été envoyé, d'accord? Il a été envoyé au Maroc, pourquoi? Par une princesse pour, comme cadeau si vous voulez, et comme personne parlant, porte-parole de la princesse pour arranger un traité de guerre. C'est pour acheter des armes et devenir l'allié de ce monarque marocain pour se battre avec d'autres chrétiens comme elle, comme cette princesse qui est chrétienne. Bien, alors maintenant,
il promet à la vieille fille, donc l'Italien, promet à la vieille fille de l'emmener en Italie. Il l'emmène dans un bateau, mais au lieu de l'emmener en Italie, il l'emmène en Algérie où il la vend à un d'Alger. Alger, c'est la capitale de l'Algérie. D'accord? Donc l'Algérie, c'est le pays. Alger, c'est une ville, c'est la capitale. Donc là, la peste ne tarda pas à se déclarer, d'accord? Il y a eu cette maladie très très dangereuse, c'est une épidémie qui tue des milliers de personnes, et justement, le dé et l'Italien vont tous les deux mourir. D'accord? Donc, elle, lorsqu'elle fut guérie, elle aussi elle a été atteinte par la peste. Lorsqu'elle a guéri, d'accord, elle a été, je m'excuse, vendue et revendue un grand nombre de fois. D'accord? Elle a été vendue en Tunisie, à quelqu'un qui habite en Tunisie, ensuite dans un autre pays, ensuite dans un autre pays, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, à la fin, elle a été vendue à des soldats ottomans. D'accord? Donc, les janissaires, ce sont des soldats très très bien entraînés des Ottomans. D'accord? Leur chef, c'est un aga, et elle a été vendue à cet aga. D'accord? Donc, maintenant, oui, d'accord, alors, je m'excuse. Oui, d'accord, alors je crois que j'ai sauté ici quelque chose que je ne vous ai pas écrit, mais je vous l'explique. Donc, ayant été vendus à cet aga, les Russes ont attaqué les Ottomans. Maintenant, on veut punir ces Russes. On envoie l'aga et les janissaires, on les envoie pour punir les Russes. Lorsqu'ils arrivent là, ils se battent contre les Russes. Oui, ils tuent un grand nombre de Russes, mais à la fin, il ne reste plus que 20 soldats aga, 20 soldats janissaires ottomans qui ont été assiégés dans un fort. Un fort, c'est une fortification, une forteresse. C'est comme un grand palais avec de grands murs dans lequel on se cache pour combattre les ennemis. On s'abrite, les ennemis ne peuvent pas monter. Donc, lorsqu'ils sont assiégés, donc les personnes qui assiègent, l'armée qui assiège un fort a deux solutions. Ou bien attaquer, c'est-à-dire escalader les murs, et là, on perd beaucoup de soldats. Pourquoi? Parce que pour monter dans un mur avec des soldats qui sont en train de vous surveiller, qui peuvent jeter sur vous des pierres, des flèches, de l'huile brûlante, de l'eau brûlante, d'accord? Donc, ça va coûter beaucoup en personnes. Donc, maintenant, il y a une autre solution. Si on arrive à couper les vivres, c'est les provisions, ce qu'on a à manger ou bien à boire. Donc si on arrive à encercler le fort, ne pas laisser entrer de nourriture ni d'eau, d'accord, bien, et qu'on a du temps, on reste parfois des mois, mais à la fin, les personnes qui habitent dans le fort sont poussées par la faim, lorsqu'ils consomment toute leur nourriture, ils sont poussés par la faim à se rendre sans combattre, ou bien à sortir pour combattre. C'est ce qui est arrivé à ces 20 soldats lorsqu'ils furent affamés. Donc, ils avaient deux eunuques. Les eunuques, ce sont des personnes auxquelles on coupe les testicules. D'accord? Les testicules, c'est dans l'appareil génital de l'homme, ça ressemble à de petits œufs. D'accord? Alors, comme j'ai dit, lorsqu'on est en train d'expliquer une leçon, d'accord, il ne faut pas avoir honte, on parle, d'accord, directement. Donc, maintenant, les eunuques dans les sociétés médiévales, chez nous par exemple, et chez les empereurs musulmans, c'était une atrocité qu'ils commettaient. Les personnes qui servaient les femmes, on leur coupait les testicules. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent plus avoir de relations sexuelles avec les femmes. Donc, le monarque, l'empereur est tranquille. Il laisse ses hommes avec les femmes et il n'a aucune crainte. Donc, ils ont emmené avec eux deux eunuques. Maintenant, il les
tuèrent pour les manger. Après les avoir mangés, lorsqu'ils ont été aussi tenaillés une deuxième fois par la faim, ils ont voulu manger les femmes, mais un imam, c'est-à-dire un imam, donc il les convainquit de faire quelque chose, d'accord? Il arriva à les persuader de ne pas manger les femmes, mais de manger une fesse à chaque femme. Les fesses, vous vous rappelez, sont les blocs de viande sur lesquels on s'assoit, c'est dans notre derrière. Donc, il leur dit, mais regardez, au lieu de tuer ces femmes, vous pouvez seulement leur couper une fesse et la manger. Pas la peine de manger les deux fesses. Donc, vous voyez bien sûr, vous voyez très très bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est vraiment très très raciste ce Voltaire. C'est le, bon, je n'ai pas honte de le dire, c'est le pire de tous les écrivains de ce temps-là, d'accord, en ce qui concerne son hostilité, son animosité pour l'islam, pour nous tous. Bon, maintenant, il leur dit, ben, voyez, vous pouvez manger une fesse à chaque femme, et si dans 2 jours ou bien 3 jours, vous n'avez pas remporté de victoire, vous pourrez manger une autre fesse. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, et bien sûr, l'ironie qu'on a dans Candide, c'est qu'il présente cette chose comme étant, cet homme comme étant un sauveur de ces femmes. D'accord? Alors, c'est pour cela, excusez-moi s'il vous plaît, un problème. Donc, comme j'ai dit, j'en étais où? Oui. Alors, il présente cela comme étant une bonne chose. Maintenant, on va voir que excusez-moi, j'ai un petit vide là. Oui, voilà. Donc, juste après qu'ils ont mangé une fesse à chaque femme, et c'est pour cela que cette vieille femme disait dans les chapitres précédents, donc, je ne peux m'asseoir que sur une fesse, je ne peux monter que sur une fesse. Maintenant, les Russes ont des renforts. D'autres soldats russes sont venus, maintenant ils sont en nombre suffisant. Alors, ils entrent et ils tuent les 20 janissaires, ils emmènent les femmes comme esclaves. Elle devint la jardinière d'un seigneur aristocrate. D'accord? Alors, ce seigneur, il la faisait travailler au jardin et chaque soir, il lui donnait 20 coups de fouet. Il y a eu des problèmes internes. Cet aristocrate-là fut obligé de s'occuper de ces problèmes avec les aristocrates qui sont comme lui. Donc, ils ont des ennemis avec lesquels se battre. La vieille femme profite de l'occasion et elle s'enfuit. Et elle devint servante de cabaret. Bon, elle va faire l'inventaire de plusieurs pays dans lesquels elle est devenue servante de cabaret. Et à la fin, elle a fini par être... Bon, je m'excuse, avant de finir par être la servante du juif qu'on a vu avant. Donc, elle vieillit, elle devient une vieille femme. Donc, elle pensait tout le temps au suicide sans jamais oser aller jusqu'à l'acte, et elle dit qu'elle n'était pas la seule. Les gens qui venaient dans le cabaret, elle connaît des milliers qui voulaient se suicider, et juste 10 qui ont vraiment pu se suicider. Alors, elle finit servante chez le juif don Issachar, et c'est la fin de ce 12e chapitre. Je m'excuse si j'ai été un peu long, d'accord, mais lorsqu'on explique une leçon, on aime prendre un peu de temps, parler, donner son opinion sur certaines choses. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.